la charte d'Amiens, ça va être une étape importante du syndicalisme français d'avant la Première Guerre mondiale, et c'est un moment historiquement important de l'histoire de la CGT française. Cette charte, elle a été interprétée de différentes façons. Elle a été, beaucoup de syndicats s'en revendiquent, même si pourtant c'est bien souvent une tarte à la crème à laquelle on fait dire tout et n'importe quoi et qui permet à justifier beaucoup de choses. Néanmoins, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la charte d'Amiens, c'est un texte d'orientation syndicale. C'est-à-dire c'est un texte qui va être adopté au congrès de la CGT en 1906 dans la banlieue d'Amiens dans le Nord, où le but c'est de faire le point sur l'état du mouvement syndical français et la CGT en particulier. « 1789, prise de la Bastille par le peuple de Paris. C'est le début de la Révolution, mais la bourgeoisie prend vite le pouvoir. Le 14 juin 1791, l'Assemblée nationale vote la loi Le Chapelier, qui supprime les corporations et interdit les associations ouvrières et les grèves. Le 19e siècle vit l'avènement de la grande industrie. Les grosses usines sont aux mains des capitalistes. Elles regroupent des centaines, voire des milliers d'ouvriers. Les conditions de travail étaient très dures. 15 heures par jour, les salaires très bas, obligeant les familles à accepter le travail des enfants au-dessous de 8 ans. Les conditions d'hygiène et de sécurité étaient ignobles. Cette situation intolérable amènera de nombreuses grèves et révoltes. En 1831 à Lyon, la révolte des canuts, travailleurs des soieries. Des barricades sont dressées, des coups de feu sont tirés, et pour la première fois, il y a l'apparition du drapeau noir. En 1838, Pierre-Joseph Proudhon défend le premier concept de mutualisme et d'autogestion fondé sur la réciprocité désintéressée, basée sur l'entraide et la solidarité. Il déclare « Nous, producteurs, associés ou en voie d'association, nous n'avons pas besoin de l'État. Nous voulons que les associations ouvrières soient le premier noyau de cette vaste fédération de compagnies et de sociétés. » En 1841, une loi interdit le travail des enfants de moins de 8 ans, et pour ceux de 8 à 12, impose une journée de 8 heures. 1848, première révolution sociale. Les travailleurs imposent la Deuxième République et des mesures sont votées. Le droit au travail fut proclamé. Le 28 septembre 1864, sur le principe d'une solidarité internationale, des ouvriers anglais et français, réunis à Londres, fondent l'Association internationale des travailleurs, AIT. Deux courants sont présents, le socialisme autoritaire avec Marx et le socialisme libertaire avec Bakounine.
mouvement insurrectionnel ne s'étend malheureusement qu'à une partie du pays. Le sinistre tiers et les Versaillais, avec le soutien de l'Église, anéantissent l'insurrection par une répression sanglante. Pour le premier rang, genou à terre. À terre. Le temps. En joue. Feu. Les militants les plus actifs furent pourchassés et fusillés. D'autres furent déportés en Nouvelle-Calédonie, comme Louise Michel. « 1872, au Congrès de La Haye, c'est le clash. Marx fait exclure de l'Internationale Bakounine et ses amis anarchistes. Après la Commune, il ne reste que peu de syndicats. Ils sont éparpillés par corporations, sans lien entre eux. Il était donc difficile de mener des luttes sans une véritable organisation. C'est pour répondre à cette pénurie qui se crée à Lyon en 1886 la Fédération des syndicats et groupes corporatifs ouvriers de France. Mais dès le début, la fédération est contrôlée par les socialistes dans le Parti ouvrier français de tendance guettiste. 1880, il y a la loi Waldeck-Rousseau qui donne un statut légal au syndicalisme en France et les syndicats, en existant légalement, vont avoir besoin de lieux pour se réunir, pour élaborer leur action, pour se retrouver. Et donc l'idée d'une bourse du travail, c'est à la fois ouvrir un lieu où on va ouvrir un bureau de placement, mais on va aussi donner des locaux au mouvement syndical naissant pour pouvoir se réunir. Je crois que les bourses du travail, ça a été une structure originale du syndicalisme français. Notamment dans une période qui a duré de la fin du 19e siècle à des années, on va dire, 1890 à la Première Guerre mondiale. Ça a été une structure originale du syndicalisme français parce que c'est cette initiative qui a permis de doter le syndicalisme français d'une double dimension qui était ce que j'appelle une dimension verticale et une dimension horizontale. C'est-à-dire quand on était syndiqué à l'époque, on était adhérent de son syndicat professionnel et son syndicat professionnel était fédéré au niveau national à une fédération de métiers ou d'industrie. Par exemple, un charpentier était membre du syndicat du bâtiment de sa localité, le syndicat du bâtiment était membre de la fédération du bâtiment au niveau national, ce qui permettait d'entraîner une solidarité professionnelle à l'échelle nationale et de mener des luttes corporatives. Mais en même temps, par l'existence des bourses du travail à une échelle locale, et bientôt par la création de leur fédération, ça va créer un deuxième fédéralisme qui cette fois-ci est horizontal. Et à retenir des bourses du travail, il y a deux choses essentielles. D'une part, l'importance des solidarités interprofessionnelles, et par ailleurs la capacité à être à la fois des centres de services sociaux à destination de la population ouvrière de l'époque et des centres de résistance ouvrière et d'élaboration d'un projet de société, je dirais, socialiste au sens large, c'est-à-dire en rupture avec la société capitaliste du mouvement. Les bourses du travail se voulaient être l'embryon quelque part de la société future et en ce sens-là, elles mettaient en place des services ouvriers qui devaient préfigurer la prise en charge de la société future par les syndicats ouvriers eux-mêmes. C'est-à-dire que les bourses du travail, elles vont réussir à répondre et à apporter des réponses concrètes en termes d'éducation, en termes de santé ouvrière, en termes de culture, mais avant tout en termes de placement des sans-travailleurs, dans un contexte où la classe ouvrière était socialement marginalisée, où n'existaient pas les formations professionnelles étatiques, où n'existaient pas les services de placement étatique et de protection du chômage, où n'existait pas la sécurité sociale. Mais c'est un mouvement qui allie la lutte revendicative avec, je dirais, l'éducationnisme ouvrier et la capacité, pour reprendre les termes de Fernand Pelloutier, qui était secrétaire de la Fédération du travail, de donner aux ouvriers la science de leur malheur, ou alors d'éduquer pour révolter, pour reprendre une autre de ces expressions fortes. Et c'est réellement les bourses du travail qui vont tenter de donner aux ouvriers la science de leur malheur, qui vont les éduquer pour mieux les révolter, qui vont tendre à constituer la classe ouvrière en une classe autonome par rapport à toute forme de représentation politique et par rapport à toute tentative d'intégration républicaine, ou je dirais socialiste au sens social-démocrate du terme, marxiste, réformiste ou révolutionnaire.
quand le vent libertaire va souffler extrêmement fort dans le syndicalisme ouvrier, dans la CGT du début du siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais très clairement jusqu'en 1908, dans les bourses du travail, on va voir de nombreux militants libertaires et militants syndicalistes s'impliquer dans cette œuvre d'éducation populaire et d'éducation et de culture ouvrière. Une œuvre d'éducation populaire qui va passer par le développement des bibliothèques. Comme il y a des gens qui viennent chercher du travail dans les bourses du travail, bien souvent il faut attendre avant de passer au bureau de placement, avant de pouvoir aller au dispensaire syndical, plutôt que d'attendre bêtement dans une salle d'attente. Pourquoi ne pas attendre dans une bibliothèque où on va pouvoir consulter la presse syndicale, où on va pouvoir consulter des journaux, et puis on va pouvoir y trouver des romans populaires, on va pouvoir y trouver des romans socialistes, syndicalistes, des romans théoriques, où d'ailleurs la place des penseurs libertaires de Proudhon, Bakounine, Kropotkin, Élisée Reclus, Louise Michel, va être prédominante par rapport aux auteurs socialistes, je dirais d'école marxiste, même si on y trouve souvent Jaurès ou Marx. Pendant quelques années, les deux fédérations, Fédération des bourses du travail et des syndicats, mènent leur activité chacune de leur côté. C'est en 1895, à Limoges, que les délégués syndicaux des deux fédérations entame le processus de constitution de la Confédération Générale du Travail. En 1901, la fusion est complète, mais malheureusement affaiblie par la maladie. Fernand Pelloutier meurt et ne verra rien de ce rassemblement. Puisque c'est en 1902 à Montpellier que la CGT en tant que telle, c'est-à-dire la Confédération de fédérations professionnelles, va s'allier avec la Fédération des bourses du travail. Et certains historiens d'ailleurs considèrent que c'est la véritable naissance de la CGT moderne, ce regroupement des fédérations professionnelles et de la Fédération des bourses du travail dans la CGT. Pouget est rédacteur du Père Pénard, journal anarchiste. Il préconisait dès 1889 la grève générale. C'est au congrès de Toulouse, en 1897, qu'il fit adopter la motion de sabotage et de boycottage comme action de lutte. En 1900, création du journal syndicaliste La Voix du Peuple, dont Émile Pouget fut le rédacteur. L'action directe est le moyen de lutte adopté par la CGT. C'est avant tout une action syndicale entreprise par les travailleurs sans intermédiaire. Elle comprend la grève générale, le boycott, le sabotage, le label syndical, l'antimilitarisme et l'antipatriotisme. La CGT avait compris que la lutte contre le capital doit s'accompagner d'une lutte contre la religion et le militarisme. « 1905. Création de la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, sous l'impulsion de Jaurès. Elle regroupera tous les socialistes. » C'est que dans la CGT, pour arriver à contrer les éléments socialistes, on adopte le vote par syndicat. Alors là, big problème. On adopte le vote par syndicat parce que c'est la tradition de l'AIT. Mais le vote par syndicat existe dans l'AIT parce que les syndicats marxistes, enfin qui suivaient Marx et Engels étaient plus nombreux que les syndicats suivant Bakounine. Les permanents, donc l'analyse de Malatesta, du moment qu'on a un permanent, ça va mal finir. L'analyse de Monat, les permanents c'est dangereux, mais on ne peut pas faire de syndicalisme sans permanent. Et puis le deuxième argument, en fait, ou plutôt à part cet argument-là, il n'y a pas d'opposition. Parce que Monat dit qu'il faut un syndicalisme unitaire. Sous-entendu, la CGT doit être orientée par les syndicalistes révolutionnaires. Tous les travailleurs sont dans le même syndicat, donc il faut que ça soit unitaire. Malatesta est tout à fait d'accord là-dessus. Les anards doivent être dans une centrale unitaire. Et là où il y a une divergence, c'est que Monat voit la possibilité de changement social par le syndicat, et Malatesta dit non. La synthèse de tout ce que les différents apports contiennent de positif forge la motion aboutissant à la charte d'Amiens en 1906. Article 2, constitutif de la CGT.
modifié par le 9e congrès de la Confédération, Amiens, du 8 au 16 octobre 1906. La CGT groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Le Congrès considère que cette déclaration est une reconnaissance de la lutte de classe qui oppose sur le terrain économique les travailleurs en révolte contre toutes les formes d'exploitation et d'oppression, tant matérielle que morale, mises en œuvre par la classe capitaliste contre la classe ouvrière. Le Congrès précise, par les points suivants, cette affirmation théorique: dans l'œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des efforts ouvriers, l'accroissement du mieux-être des travailleurs par la réalisation d'améliorations immédiates, telles que la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires, etc. Mais cette besogne n'est qu'à côté de l'œuvre du syndicalisme. Il prépare l'émancipation intégrale qui ne peut se réaliser que par l'expropriation capitaliste. Il préconise, comme un moyen d'action, la grève générale, et il considère que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance, sera dans l'avenir le groupe de production et de répartition, base de réorganisation sociale. Le Congrès déclare que cette double besogne, quotidienne et d'avenir, découle de la situation des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui fait à tous les travailleurs, quelle que soit leur opinion ou leur tendance politique ou philosophique, un devoir d'appartenir au groupement essentiel qu'est le syndicat. Comme conséquence, et en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer en dehors du groupement corporatif à cette forme de lutte correspondant à sa conception philosophique ou politique, se bornant à lui demander en réciprocité de ne pas introduire dans le syndicat les opinions qu'il professe en dehors. En ce qui concerne les organisations, le Congrès déclare qu'afin que le syndicalisme atteigne son maximum d'effet, l'action économique doit s'exercer directement contre le patronat, les organisations confédérées n'ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. On a les syndicalistes révolutionnaires, mais il est évident que ce courant, avec ces deux branches, n'est pas le seul de la CGT. Il y a également un courant qui est plutôt socialiste et un courant qui veut des améliorations, mais dans le cadre de la société actuelle. Et donc en fait on a trois grands courants. Le courant qui considère que le syndicalisme a besoin d'une tutelle politique, de partis au niveau municipal, au niveau parlementaire, représentation. D'autres qui sont plutôt neutres sur ce plan, qui veulent des améliorations, donc il y a un aménagement du système actuel qui les satisfait, et on a les syndicalistes révolutionnaires unis dans une finalité qui est la révolution sociale qu'on considère proche. Au congrès de 1906, congrès d'Amiens, où là, il suffit de lire le compte-rendu du congrès, qui a été assez long, 5 jours, on s'aperçoit qu'on frise à chaque fois la rupture, la scission, soit avec l'aile socialiste, soit avec l'aile, disons, des aménagements qu'on pourrait appeler réformistes. Et donc, dans cette atmosphère de rupture, et en même temps, de rupture interne, mais en même temps de grand développement de la CGT avec ses méthodes d'action directe, c'est cette capacité qui apparaît pour les années qui viennent, il apparaît pour tous nécessaire de garder l'union. La CGT apparaît comme la centrale ouvrière unique. Et la charte d'Amiens, bon, on a su 20 ans après qu'elle avait été rédigée en une demi-heure sur une table de café à la pause du déjeuner. Ça reste un document, indépendamment des circonstances, très bien rédigé, très clair, mais c'est évidemment un document de circonstances. Et ce document de circonstances
permet aux trois tendances de travailler ensemble. On fait des concessions. Alors, la plus grande des concessions, c'est évidemment le rejet des sectes philosophiques étrangères au mouvement ouvrier. En 1906, ça a vraiment été, je pense, l'apogée du syndicalisme révolutionnaire dans la CGT française. Et on est au sommet de la courbe de son influence. C'est-à-dire qu'on est après 15 ans de construction organisationnelle à travers les bourses du travail, à travers la création de la CGT. Et ça faisait une dizaine d'années que les syndicalistes révolutionnaires développaient l'idée de grève générale, la construisaient, mettaient en place des comités de développement de la grève générale. Et en 1906, ils vont tenter cette grève générale autour du 1er mai, autour de la revendication de la journée de 8 heures, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Et ce 1er mai 1906, même si ça va être une fabuleuse démonstration de force ouvrière, va être un échec notamment face à la répression étatique qui va prendre les devants, qui va faire fermer les bourses du travail à la veille du 1er mai, qui va faire arrêter des responsables syndicaux. Ça va être une déception. Pour beaucoup de militants syndicaux et de militants ouvriers. Et du coup, après un mouvement social qui perd, il faut du temps pour reconstruire la dynamique et pour reconstruire la lutte. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale, ça a été une rupture extrêmement importante dans l'histoire du mouvement ouvrier européen et du mouvement ouvrier français. Cette Première Guerre mondiale, elle a été une rupture pour trois raisons. D'une part, ça a été une saignée dans le mouvement ouvrier, c'est-à-dire que des milliers de militants syndicalistes qui étaient porteurs de cette histoire, qui étaient porteurs de cette pratique du syndicalisme d'action directe, influencé par les idées libertaires des origines de la CGT et des bourses du travail, se sont retrouvés en ligne de front, dans les tranchées, se sont fait trouer la peau et qu'ils ne sont pas revenus des tranchées de cette Première Guerre mondiale. Et ça a créé une rupture générationnelle, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui devaient être passeurs de mémoire, qui devaient être passeurs de pratique, qui devaient passer le relais à la génération suivante, n'étaient plus là pour, quelque part, défendre les conceptions, les pratiques syndicales qui étaient celles d'avant la Première Guerre mondiale. Que ceux qui ne sont pas partis au front, ceux qui ne sont pas allés dans les tranchées, qui ne sont pas fait trouer la peau, tel Léon Jouot, par exemple, secrétaire de la CGT, bien souvent c'était les réformistes de la CGT. C'est ceux qui ont accepté l'union sacrée, c'est ceux qui, en acceptant l'union sacrée, même comme Albert Thomas, sont rentrés dans les bureaux du ministère du Travail, et donc quelque part sont rentrés dans l'appareil d'État, et en travaillant au sein de l'appareil d'État pendant les années de guerre, ont aussi évolué dans leur conception et ont petit à petit intégré des idées de cogestion et ont intégré des idées quelque part de prise en charge des questions sociales par l'État, par le ministère du Travail et d'importance du travail de cogestion, du syndicalisme et de son lien avec l'appareil d'État. Pourtant, tout de suite après l'assassinat de Jaurès en 1914, le syndicat, dirigé depuis 1909 par Léon Jouot, se rallie à l'Union sacrée. 1914, tout le monde part au front parce que l'antimilitarisme, on ne sait plus. De 1906 à 1914, il n'y a plus rien eu. C'est pour ça que c'est je pense que la vision qu'on doit avoir de la charte d'Amiens, ça a été un brillant échec. Il y a eu un autre phénomène qui a été une rupture dans cette Première Guerre mondiale, c'est quand même l'année 1917, avec la grande lueur qui vient de l'Est, avec la révolution russe, qui va être un immense espoir pour la classe ouvrière de tous les pays d'Europe. Cet immense espoir, il faut bien se rendre compte qu'il va y compris attirer à lui des militants syndicalistes révolutionnaires ou anarcho-syndicalistes, des militants syndicalistes révolutionnaires comme Pierre Monat, par exemple, qui va adhérer au Parti communiste et qui vont croire que réellement, ce qui se passe en Russie, tout le pouvoir soviétique, pour reprendre cette expression, c'est réellement une expression d'une transformation sociale révolutionnaire avec une auto-organisation ouvrière, syndicale et tout. Et dans une époque où l'information allait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, avant de se rendre compte, et puis avant que réellement le parti bolchevique et le parti communiste s'emparent de l'ensemble du pouvoir et confisquent le pouvoir du soviet, et que l'ensemble du mouvement ouvrier européen s'en rende compte et de se rendre compte de la dictature rouge qui se met en place par-dessus l'immense espoir et l'immense mouvement révolutionnaire qui a eu lieu, il va falloir du temps, et quelque part le Parti communiste va aussi quelque part prendre la première place dans le mouvement ouvrier. Maknovchina, Maknovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils
sont noirs de nord. Les anarchistes jouent un rôle important dès les premiers mois de la révolution russe de 1917. Mais les bolcheviks, ne supportant pas leur influence dans certaines régions, Ukraine et Kronstadt, ont rapidement cherché à les éliminer politiquement et physiquement. En 1918, l'école émancipée, minorité syndicaliste révolutionnaire de l'enseignement, avait lancé avec Pierre Monat la formation des comités syndicalistes révolutionnaires. Le 25 décembre 1920, au congrès de Tours, est créé le Parti communiste français. En 1921, au CCN de la CGT, les réformistes obtiennent 55% des voix, avec 1556 mandats contre 1300 aux révolutionnaires. Le CCN, Comité confédéral national, de 1921, exclut les CSR. Les exclus fondent la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire. On y retrouve tous les courants révolutionnaires, anarcho-syndicalistes, syndicalistes révolutionnaires et communistes. Les communistes ont le vent en poupe. Mais les anarcho-syndicalistes gardent leur importance et leur poids et organisent les comités de chômeurs. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on aura un mouvement ouvrier qui sera plus autonomiste, libertaire, révolutionnaire, mais qui va devenir plutôt dominé par les idées marxistes, réformistes ou révolutionnaires, soit par les courants de cogestion, de collaboration sociale de la CGT, soit la CGTU, qui est la courroie de transmission du Parti communiste. La division devient grandissante. Monat et ses amis doivent choisir. Ils vont faire bloc avec les communistes contre les anarcho-syndicalistes. Ces derniers fondent le comité de défense syndicaliste à l'intérieur de la CGTU. Anarchie! 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 Évacuez la salle! Sortez, sortez tous! Au meeting de la Grange aux Belles, les communistes tirent sur les libertaires et assassinent Clos et Poncet. En 1924, le CDS, Comité de défense syndicaliste, et la minorité de la bataille syndicaliste siègent. Y sont représentés la Fédération du bâtiment, 4 unions départementales CGTU, la Somme, la Gironde, le Rhône, l'Yonne, 186 syndicats CGTU, 16 syndicats autonomes, 2 UD, Union départementale, autonome, et les jeunesses syndicalistes révolutionnaires. D'abord réunis en Union fédérative des syndicats autonomes, c'est un regroupement indépendant sur la base de la motion d'Amiens. L'UFSA va très vite être délaissée par plusieurs de ses fondateurs, car elle ne peut remplir sa tâche, reformer un mouvement réunissant les deux CGT. Nullement découragé par cet échec, Pierre Bénard rassemble ses fidèles à Lyon les 15 et 16 novembre 1926 et il crée la Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire. La CGT syndicaliste révolutionnaire affirme dès sa constitution qu'elle entend être exclusivement un groupement de classe, celui des travailleurs. Elle doit donc, en plein accord sur ce point avec la charte d'Amiens, mener la lutte sur le terrain économique et social. La Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire a pour but de grouper sur le terrain spécifiquement économique tous les salariés pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux, de poursuivre par la lutte de classe la libération des travailleurs qui ne sera réalisée que par la transformation totale de la société actuelle. Elle précise que cette transformation ne s'accomplira que par la suppression du patronat, l'abolition du salariat et la disparition de l'État. Avec son journal, Le combat syndicaliste, dans un premier temps, les syndicats uniques du bâtiment, SUB, de Paris, Lyon et Toulouse, forment l'ossature confédérale, ainsi que les syndicats de la chaussure et celui de la porcelaine de Limoges.
Plus tard, des syndicats se créent dans la métallurgie, Renault-Billancourt. Des groupes intercorporatifs voient également le jour à Bordeaux, Marseille, Trélazé, Rouen, Saint-Étienne et Limoges. La réunification de la CGT et de la CGT-U est le prologue aux événements du Front populaire, aux grandes grèves de 1936 et à la collaboration de la CGT au gouvernement Blum. La CGT-SR, toujours adversaire de l'État et de l'autorité, refuse de rejoindre la CGT. La CGT-SR fut le lieu de ralliement de tous les travailleurs fuyant la répression totalitaire, russes, bulgares, allemands, italiens. Comme la CGT-U, la CGT-SR préfère la révolution à toute amélioration partielle. La CGT-SR adhère à l'AIT, reconstituée à Berlin en 1922. Como protesta por la actitud facciosa de los pocos del ejército rebelde, las organizaciones sindicales obreras CNT y UGT han declarado la huelga general en toda la península. Ce message, diffusé le 18 juillet 1936, annonce le soulèvement des militaires contre la République. C'est le début de la guerre civile. Juillet 1936, dans les casernes catalanes, la mort bute sur les milices et le peuple compte ses armes. Dans les villages et les hameaux, les paysans groupent les terres en un seul et riche morceau et passe le vent libertaire. Je pense à vous, vieux compagnons, dont la jeunesse est à la douane, et pardonnez si ma chanson vous refait mal à votre Espagne. Mais j'ai besoin de vous apprendre, j'ai envie de vous ressembler. Je gueulerai pour qu'on entende ce que vous m'avez enseigné. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades et la vie, nous la gagnerons. À quelques heures de Barcelone, se sont groupés des menuisiers. Et sans patron tout refonctionne, on sourit dans les ateliers. Sur la place de la mairie, qu'on a changé en maternelle, des femmes ont pris la blanchisserie et sortent le linge au soleil. Donne-moi ta main, camarade, prête-moi ton cœur, compagnon. Nous referons les barricades comme hier la Confédération. Là-bas, c'est la mort qui s'avance, tandis qu'ici, à madame, c'est l'anarchie, la liberté dans l'espérance. Ils ont osé la vivre aussi. Dame tu mano, compañero, y préstame tu corazón. Barricadas levantaremos como ayer la Confédération. Le Parti communiste espagnol, essentiellement constitué de petits patrons et de propriétaires opposés aux collectivisations, aidés par Staline, détruisent les collectivités en Aragon et massacrent femmes et enfants. Pendant la guerre civile espagnole, dernière bataille massive de la pensée anti-autoritaire, des hommes et des femmes anarcho-syndicalistes, marxistes, révolutionnaires ou sans parti ont essayé par millions,
contre Hitler, Mussolini, Staline et Franco, et malgré la passivité des démocraties, de faire une réalité de leurs désirs. Certains, pendant l'épreuve, ont renoncé à tout, sauf à la victoire. Certains même sont devenus généraux ou ministres, comme si l'on pouvait changer le monde avec les armes de l'ennemi. Nous sommes les tristes réfugiés, arrivés dans ce camp après avoir beaucoup marché. Nous avons franchi la frontière, à pied et par la route, avec notre trousseau, couverture, havre-sac et valise, 2 boîtes de conserve et un peu d'humour. C'est tout ce que nous avons pu sauver, après avoir tant lutté contre le fascisme envahisseur. Et sur la plage d'Argelès-sur-Mer, nous sommes venus échouer pour ne pas manger. En 1939, les réformistes socialistes saisissent le prétexte du pacte germano-soviétique pour exclure de la CGT les partisans du Parti communiste. En 1940 viennent les années terribles de l'occupation et de la collaboration. Les organisations syndicales sont dissoutes. Les forces s'éparpillent, mais de nombreux militants entreront dans la résistance. Le 19 juillet 1943, une réunion clandestine de la Fédération internationale syndicaliste révolutionnaire se tient à Toulouse. La même année, au Péreux, dans la clandestinité, la CGT est reconstituée dans toutes ses tendances historiques. 1945. La CGT compte 5 millions d'adhérents. La lutte pour prendre le contrôle de la Confédération est plus vive que jamais. Sentant la main du PCF serrer inexorablement les manettes de commande des syndicats, les militants anarcho-syndicalistes et les syndicalistes révolutionnaires, avec Pierre Mesnard, d'abord réunis en fédération syndicaliste à l'intérieur de la CGT, avec comme journal l'Action syndicaliste, ont le réflexe salutaire de provoquer les premiers une scission et de créer en 1946 la Confédération nationale du travail. La Confédération nationale du travail a pour but de grouper sur le terrain spécifiquement économique pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux tous les salariés, à l'exception des forces répressives de l'État considérées comme des ennemis des travailleurs. De poursuivre, par la lutte de classe et l'action directe, la libération des travailleurs qui ne sera réalisée que par la transformation totale de la société actuelle. Elle précise que cette transformation ne s'accomplira que par la suppression du salariat, par la syndicalisation des moyens de production, de répartition, d'échange et de consommation, et le remplacement de l'État par un organisme issu du syndicalisme lui-même et géré par l'ensemble de la société. Le nom de la nouvelle organisation est un vibrant hommage à la lutte héroïque menée par les militants de la Confédération, tant en Espagne de 1936 à 1939 qu'en France pendant la Résistance, où ils contribuèrent grandement à libérer de nombreux départements du Sud, Gers, Ariège, Haute-Pyrénées, Haute-Garonne, Aude, etc. Certains historiens donnent pour cette période le chiffre de 100 à 200 000 adhérents. En réalité, la CNT ne dépassera pas 50 000. En 1946 éclate une grève chez les rotatives. Alors que les pourparlers sur les salaires sont en cours, le comité de grève désavoue les dirigeants du syndicat du livre. Le comité trouve l'appui des anarcho-syndicalistes, du syndicat des correcteurs et de quelques trotskistes. L'union, le combat, le travail, voilà ce que la situation commande à tous les Français. Quant à nous, communistes, nous sommes les rassembleurs de toutes les volontés créatrices de la nation pour remettre la France au travail. Effervescence dans le monde du travail. Les usines Renault, qui emploient quelques 30 000 ouvriers, se sont mises en grève. Janvier 1947. Des grèves partielles se déclenchent chez Renault et Citroën.
Le 25 avril 1947, un comité de grève se constitue, comprenant trotskistes, CNT, CFTC et socialistes. Alors que la CNT tente de s'implanter, on assiste à la création par certains animateurs du comité d'un syndicat démocratique Renault, SDR. Commencée dans quelques ateliers, la grève s'étendait peu à peu à l'usine entière. La CGT décidait alors d'appuyer le mouvement. Et la grève des usines Renault, devenue la question du jour, mettait en cause l'existence même du gouvernement. Le conflit Renault a donné le ton et une vague de grève va déferler, d'autant que la CGT et le PCF ne s'y opposent plus mais essaient de récupérer le mouvement. Suivront les grèves contre le plan Marshall, le comité central de grève composé des fédérations CGT à majorité communiste met hors circuit Léon Jouot et la tendance FO. À Paris, au fond d'une cour de la rue Mademoiselle, dans un logis de fortune, vient de s'installer la CGT Force ouvrière autour de M. Léon Jouot et des 4 secrétaires confédéraux qui l'ont suivi. M. Bouzanquet, au cours de la première réunion, a insisté sur leur volonté de retrouver la force du syndicalisme d'autrefois, indépendance à l'égard de tous les partis politiques. 1947, les groupes FO décident de quitter la CGT. La création de la CGT Force ouvrière va porter un coup dur à la CNT. Sa création fut habile. On rêva d'un large regroupement de tous les syndicalistes non communistes à l'intérieur d'une même centrale. On y glorifiera la charte d'Amiens. Ce qui est sûr, c'est que la CNT française, elle se développe contre 2 courants. Un courant de syndicalistes, disons du mouvement libertaire, qui considère que créer un nouveau syndicat, c'est mauvais. En plus, on a déjà des copains dans la CGT, on a des copains dans FO qui viennent de se créer. Et donc, une autre tendance, c'est destructeur. Donc, il y a une opposition. En plus, il y a une autre opposition qui peut être bizarre, mais qui vient de la CNT espagnole, parce que certains copains espagnols sont avec la CNT française, donc ça fait des forces en moins pour la CNT espagnole qui va demain ou après-demain rentrer en Espagne. Et donc, c'est bête de perdre du temps avec la CNT française. Le départ de FO place certaines fédérations devant un choix crucial. 2 fédérations refusent toute scission. La Fédération du Livre reste à la CGT, la Fédération de l'Éducation nationale, FEN, pour garder son identité, passe à l'autonomie. De nombreux anarchistes quittent la CNT pour se fourvoyer dans la CGT FO, après avoir exclu de la CNT tous les syndicats qui n'étaient pas à 100% anarchistes. FO permit aux bourgeois de faire d'une pierre 2 coups. Elle liquidait la CNT en la vidant de ses possibilités et bloquait les actions de la CGT. La CNT, ainsi démantelée, devait subir une longue traversée du désert. Nous autres, les anarcho-syndicalistes, nous pensions que le syndicalisme était un tout. On a mal compris le syndicalisme, on le comprend mal. On m'a posé parfois la question, mais qu'est-ce que tu fous dans une centrale réformiste? Le réformisme, c'est quelque chose qui appartient au mouvement syndical. On peut être réformiste, syndicaliste révolutionnaire, mais les deux constituent l'organisation syndicale. Quand on introduit dans l'organisation syndicale une pensée qui est une pensée politique, on l'a trahi. Que disait la charte d'Amiens? L'organisation syndicale rassemble tous les exploités. Chacun de ces exploités a la possibilité d'avoir une idée particulière sur la philosophie politique ou religieuse. Mais cette idée particulière, il la laisse à l'extérieur de l'organisation syndicale. Certainement que lors des événements de mai 68, le syndicalisme n'a pas été lui-même un sujet d'intérêt pour tous ceux qui manifestaient ou pour tous ceux qui se réclamaient de la révolution.
Ce qu'on voyait dans les rues, c'était des slogans. Vive la vie, jouir sans entrave, enfin des slogans qui étaient nouveaux et qui ne se référaient pas justement à ce que nous donnait le discours politique habituel. Par ce mouvement de mai 68, j'ai pris contact, j'ai donc connu la CNT espagnole, parce que j'avais pas beaucoup de culture politique. La seule culture que je pouvais avoir, c'était celle de la gauche, hein. Et donc les libertaires, en tout cas, n'étaient pas médiatisés, évidemment. Et donc, j'ai connu les Espagnols. À l'époque, en 68, ils avaient encore une cinquantaine d'années, ceux qui avaient participé à la guerre d'Espagne, mais surtout à la Révolution espagnole. Et à partir de là, à partir de la CNT espagnole, j'ai eu une appréhension du syndicalisme. Enfin, on n'avait pas une vision claire de la lutte dans les entreprises, à savoir créer des sections syndicales, faire un travail de longue haleine. On pensait que la victoire, ça serait sans effort. Elle serait immédiate, elle serait à court terme. On ne voyait dans la CNT espagnole que 36, on ne voyait que les collectivisations, on ne voyait que l'autogestion. C'était ça, bien sûr, l'objectif. Ce qu'on oubliait certainement, c'est que pour arriver à cette construction révolutionnaire, il fallait un effort militant. On s'est rapidement aperçu que s'opposant aux staliniens, c'est-à-dire ceux qu'on appelait les staliniens à l'époque, c'est-à-dire au Parti communiste, s'opposant à tous les marxistes autoritaires, s'opposant bien sûr au patron, le combat serait forcément âpre, dur, et ça on l'a mal imaginé à ce moment-là. Donc on n'a pas fait vraiment du syndicalisme, mais on avait plutôt une lutte centrée sur des aspects de la vie quotidienne qui ne sont pas négligeables naturellement, comme la lutte contre les augmentations de tarifs de métro, comme l'antimilitarisme. Pour tout cela, on a beaucoup agi, mais on n'a pas fait vraiment, je dois dire, on n'a pas fait vraiment une action cohérente, une action syndicale cohérente à ce moment-là. Mais l'espoir de créer un très grand mouvement anarcho-syndicaliste n'a pas marché, car la toute jeune Confédération française démocratique du travail, scission de 1964 de la CFTC, se dit autogestionnaire et récupère la jeunesse de 1968. Donc la CNT, puisque après j'ai rejoint la CNT française, après un regain après 68, elle a pris difficilement dans les entreprises. C'était très difficile, naturellement. On avait une grosse influence de la CGT, elle-même sous l'emprise du Parti communiste. Donc on a eu beaucoup de difficultés à s'implanter dans les entreprises, sans bien comprendre, encore une fois, l'importance que ça pouvait avoir. Et donc à la fin des années 70, la CNT française, encore une fois, s'est effondrée. Les quelques dizaines qu'on était ont été réduits vraiment à une poignée. Et c'est seulement par l'action de quelques personnes volontaires qui avaient beaucoup de courage que la CNT a pu redémarrer après 75, notamment avec des personnes comme Étienne Deschamps qui ont repris à quelques-uns cet effort, et cette fois-ci, ils l'ont repris avec une volonté syndicaliste. Avec une volonté de construire à long terme un syndicat d'action directe. Et ça, c'est grâce à eux, c'est grâce à cette poignée de militants qui est restée. Moi, je suis parti à ce moment-là, en 75, eux sont restés, et eux ont construit cette petite organisation qui aujourd'hui fait partie du paysage de la lutte de classe en France, du paysage syndicaliste en France, qu'on le veuille ou non. La CNT, avec sa centaine d'adhérents,
prête à sourire, d'autant plus qu'une mini-scission vient de l'affecter avec la 2e union régionale parisienne dont le siège est rue de la Tour d'Auvergne. Mais les purges dans la CFDT ne vont pas tarder. À Lyon, la CFDT exclut les postiers du centre de tri de Lyon-Montrochet. Les exclus vont fonder le syndicat autogestionnaire des travailleurs, qui, après un passage à l'autonomie, décide de rejoindre la CNT. Cette démarche est suivie dans de nombreux départements et la création de la fédération PTT entraîne le renouveau de la CNT. À Usinor-Dunkerque, la CFDT exclut les métallos en pleine lutte. Ces derniers créent le syndicat de lutte des travailleurs. Dans les banques parisiennes, idem. Les exclus fondent le syndicat démocratique des banques. L'Alliance syndicaliste, constatant que la renaissance de la CNT espagnole fait ressortir l'absence d'une forte organisation similaire en France, organise en septembre 1978 une réunion à Rouen de la Conférence nationale anarcho-syndicaliste. Un certain nombre d'adhérents du SGEN-CFDT rejoignent la CNT. Il se crée ainsi la Fédération Santé, Sociale, Éducation. À Paris, ce sont les travailleurs d'EDF qui font de même. Des travailleurs du nettoyage industriel de la Comatec fondent une section syndicale et, à peine créée, lancent un long conflit. Cela permet l'implantation de la CNT, malgré la contestation du patronat et des autres syndicats. La CNT sort victorieuse de cette lutte. Le développement de la CNT entraîne une crise de croissance. Des camarades imprégnés d'une culture groupusculaire contestent la nature syndicale de la CNT avec celle d'une organisation 100% anarchiste. Ils considèrent que les adhésions doivent être idéologiques et non de classe. Ils remettent en cause la motion stratégique du 23e congrès de Paris sur les élections et la tactique temporaire de présentation exceptionnelle à certaines élections professionnelles. Ces camarades vont scissionner au congrès des 6 et 7 février 1993. Les régions du Mans, Bordeaux, Toulouse quittent la CNT en maintenant le sigle CNT-AIT. De cette rupture va se réaliser, grâce au mouvement social de décembre 1995, le développement d'une CNT plus syndicaliste. Cela entraîne de nouvelles adhésions et la création de nouveaux syndicats. Puis à Paris, il y a toujours des sections à la Cité des Sciences, à la FNAC et à Gennevilliers dans le nettoyage, la SPES. Ces dernières existent dans la durée et tranchent avec celles des années 70 qui furent éphémères. Deux mots sur la CNT et le droit quand même. Bon, la CNT depuis qu'elle a réinvesti le champ social, je dirais qu'elle a regagné une visibilité de plus en plus confrontée, à la fois dans son développement, mais à la fois dans sa pratique quotidienne de défense à l'usage du droit. On est confronté à deux grosses demandes, c'est la représentativité, parce que les syndicats se développent et interviennent dans les entreprises, donc sont confrontés à cette problématique, qui est une problématique qui aujourd'hui va beaucoup bouger. Toute la réflexion du gouvernement et des grandes confédérations, c'est d'essayer de verrouiller un peu plus tout ce qui touche à la représentativité pour éviter à des syndicats comme Sud ou comme nous de se développer. Bon, Sud, dans la mesure où ils ont pris l'option de participer aux élections prud'homales, il va être très difficile de revenir en arrière. Donc maintenant, dans l'œil du cyclone, c'est très clairement la CNT, dans l'esprit des grandes confédérations, en tout cas, c'est très clairement la CNT qui est en ligne de mire. « 1996. Au congrès de l'AIT, la CNT Vignolles est exclue de l'international. La CNT AIT, dont le siège est au Mans, est reconnue comme seule section de l'AIT. Ce que je dis souvent, et ce qui doit être là aussi au centre des préoccupations encore aujourd'hui des militants anarcho-syndicalistes, et
les syndicalistes révolutionnaires, c'est que l'autogestion, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas parce que elle viendra pas toute seule au lendemain du grand soir, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se pratique et qu'on doit mettre en place dès aujourd'hui dans nos luttes. Et c'est exactement ce qu'avaient compris les militants des bourses du travail, c'est que si on voulait faire vivre une société autogestionnaire, eh ben, il fallait commencer à la mettre en place dès aujourd'hui dans leur lutte, et que les bourses du travail étaient une expérience d'autogestion en acte qui se devait être quelque part une préparation de la société future. Refaire des bourses du travail, recréer des espaces interprofessionnels et de solidarité sur quel thème, autour de quels besoins, il y en a encore beaucoup. Et je crois que la question qui est à se poser, c'est celle-ci, c'est sur quelle solidarité on peut recréer des espaces d'auto-organisation aujourd'hui. D'autant plus que dans la phase actuelle d'évolution du capitalisme, où on assiste à une phase libérale qui est en train de remettre en cause un certain nombre de conquêtes sociales du XXe siècle, eh ben, il y a un désengagement de l'État sur un certain nombre de secteurs, que ce soit sur les services publics, que ce soit sur la protection sociale, et peut-être que ces thèmes-là peuvent être des espaces sur lesquels des espaces de solidarité ouvrière interprofessionnelle et des lieux locaux comme les bourses du travail pourraient reprendre leur sens et pourraient arriver à se redévelopper. Moi c'est Stéphane, CNT Travailleurs de la Terre 33. Donc je vais vous expliquer un peu ce qu'on a commencé à mettre en place. Donc une coopérative de producteurs qui pratiquent donc la vente directe. Donc on n'a pas d'intermédiaire et on gère nous-mêmes l'ensemble de la production du début jusqu'à la vente du produit. Dans un état d'esprit de reproduire un peu, de remettre à jour en fait ce qui existait par le passé, notamment en Espagne en 1936 ou encore dans d'autres pays à d'autres moments. Parce que bon déjà, moi dans l'idée en fait, c'était de la mise en pratique au niveau de la théorie, vu qu'on est dans l'anarcho-syndicalisme, c'est de voir comment nous, au niveau des travailleurs de la terre, comment on pouvait le mettre en place, quoi. Donc on est installé la coopérative est installée à Bordeaux dans le quartier Saint-Michel. C'est un but social, c'est-à-dire d'échanger avec les gens, de faire connaître notre travail, d'expliquer le pourquoi on le fait dans ce sens-là. C'est-à-dire, voilà, petite parenthèse, donc on est en agriculture biologique ou on va dire naturelle, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Ça se passe très bien de la manière dont on pratique. Les gens ils viennent le samedi, ils choisissent ce qui leur convient. Et après, s'il y en a pour qui la fin de mois elle est difficile et tout, on s'arrange, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que le gars il partira quand même avec des légumes et de la viande s'il en a envie. Et en fin de compte, c'est le respect de l'individu, c'est le respect de l'environnement, c'est le respect de ce qui nous entoure, c'est comment arriver à faire en sorte que tout le monde ait accès à ce qui lui est nécessaire et sans que personne soit délaisé, quoi. Donc un peu les coopératives en Espagne en 1936, ils en ont mis en place. Bon, nous c'est alimentaire, mais coopérative ça peut être sur n'importe quel corps de métier ou profession. Enfin je veux dire, moi je pense que c'est ce qu'il y a de plus équitable entre les gens, entre le producteur et le consommateur. Faire autre chose que des réunions aussi, c'est-à-dire se faire rencontrer les gens du quartier. Donc il y a eu une zone de langage, d'échange de langue qui était installée, troc de langue ça s'appelait, voilà. Une zone vestimentaire avec aussi d'autres livres qui ont été apportés. Et puis des débats proposés 2 ou 3 fois dans la semaine. En fait, c'est l'ensemble, la coopérative, la librairie, qui fait que maintenant on se retrouve avec des gens qui viennent nous voir et qui sont intéressés par ce que propose la CNT dans son mode de fonctionnement. On a des gens qui depuis sont venus chercher leur carte et sont entrés dans certains syndicats. D'ailleurs, pour la petite histoire, il est marrant de voir que c'est en 1995, lors du congrès de la CGT qui s'est tenu en décembre, quasiment en plein mouvement social contre la réforme Juppé sur la Sécu, que la CGT a supprimé cet article 2 de ses statuts, c'est-à-dire quelque part a implicitement renoncé à une transformation sociale en termes révolutionnaires et anticapitalistes, c'est-à-dire de rompre avec le capitalisme par l'abolition du salariat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle vise à une amélioration sociale, une transformation société. On ne sait pas vraiment dans quel sens. En tout cas, alors que la charte d'Amiens réaffirmait très clairement cette identité anticapitaliste de la CGT, regarde bien malheureusement, aujourd'hui, alors que le syndicalisme était majoritairement révolutionnaire et majoritairement anticapitalisme au début du siècle, c'est-à-dire
C'était évident pour la CGT qu'il fallait à terme rompre avec le capitalisme. Malheureusement aujourd'hui, sur l'échiquier syndical à laquelle on est confronté, il ne reste plus beaucoup de forces anticapitalistes. Comme j'ai dit, la CGT a aboli l'article 2 de ses statuts. Conclusion, on ne sait plus quel est son projet de société. Elle est aussi un peu orpheline de l'effondrement du bloc soviétique et de la perte de poids du Parti communiste sur le mouvement ouvrier qui lui offrait des perspectives, je dirais, en termes politiques. La CFDT, c'est même pas la peine d'y penser. Elle n'est plus là pour accompagner le système et pour co-gérer le système avec les classes dirigeantes. C'est une évolution qui est en cours aussi au sein de la CGT. Même si à la base, heureusement et malheureusement pour eux, beaucoup de militants sincères de la CGT tentent de freiner cette évolution, sont même clairement opposés à cette évolution et souhaitent continuer à maintenir l'idée d'un syndicalisme de masse qui soit un syndicalisme de lutte et un syndicalisme y compris de transformation sociale. Mais je crois que malheureusement, ce n'est pas le choix qu'en a fait Thibault et les directions confédérales. Alors, je l'ai dit, c'est très clair pour la CFDT depuis un certain nombre d'années. C'est très clair dans l'éducation nationale, par exemple, pour la FSU, qui est un syndicalisme qui se construit avant tout sur l'accompagnement de carrière, les mutations, les points de retraite, quasiment un syndicalisme assurantiel, plus qu'un syndicalisme de lutte et de revendication. Quant à ceux qui se réclament d'un syndicalisme alternatif, je pense à Sud par exemple, anti-libéraux certes, c'est-à-dire qu'ils sont pour lutter contre les excès du capitalisme et du libéralisme. Est-ce qu'ils sont pour rompre avec le capitalisme? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu dans leur statut ou dans leur texte quelque chose qui l'affirmait clairement. Un syndicalisme de lutte qui puisse redevenir aujourd'hui un outil de résistance face à toutes les attaques auxquelles on est confronté, mais qui ne doit pas se contenter simplement d'être un outil de résistance, qui doit être aussi porteur d'un certain nombre de conquêtes et d'amélioration du quotidien. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là que nous on tente d'agir aujourd'hui à la CNT, c'est dans ce sens-là où on estime qu'on se revendique encore des grandes idées, des principes de la Charte d'Amiens. Bien sûr, on ne pense pas que la CNT pourra faire ça toute seule. Elle le fera certainement en tissant des convergences, en agissant avec d'autres forces syndicales et avec d'autres forces sociales. Et on pense aussi que peut-être qu'aujourd'hui, le syndicalisme n'est plus la seule forme d'organisation sociale qui est capable de porter ces pratiques, mais qu'elle peut aussi agir avec des organisations spécifiques comme les organisations de femmes, les organisations de quartier, les organisations thématiques, les associations qui peuvent être inscrites dans les modes de dynamique sociale et qui peuvent se retrouver, se fédérer autour d'un même projet social. Hay que defenderla con valor, alta la bandera revolucionaria, por el triunfo sin cesar nos lleva en pos, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación.